Il était une fois une fondation qui voyait le jour sous de bons auspices, ceux du Parlement français le 2 juillet 1996. Cette fondation était et est toujours la seule pour laquelle l'Assemblée nationale a décidé de ses statuts, c'est-à-dire de ses ressources, de ses missions, de son conseil d'administration, et lui a assigné d'aider les Français, des particuliers, des associations, des collectivités, à sauvegarder, faire connaître, valoriser leur patrimoine et faire de ce pays un pays encore plus beau, encore plus attractif, encore plus séduisant, à une heure où on parlait de mondialisation, de globalisation, d'ouverture des frontières et de flots attendus venant des pays qui émergeaient au plan économique. Cette fondation avait pour nom de baptême la Fondation du patrimoine. Et alors, cette fondation, ce bébé fondation, au bout de 4 ans, ne marchait pas, ce qui est une préoccupation pour des parents. Et pourquoi elle ne marchait pas? Parce que personne ne voulait de la Fondation du patrimoine. Tout d'abord, les élus et les collectivités qui trouvaient cette Fondation du patrimoine hérétique. Pourquoi avoir confié une mission régalienne à une organisation de droit privé au lieu de confier cette mission à des collectivités? C'était culturellement insupportable. Pourquoi avoir confié ces missions à un réseau de bénévoles? C'était l'idée du début du démantèlement de l'État. Et horreur, une fondation qui n'avait pas d'argent, pas le moindre sou, et qui allait frapper aux portes des collectivités locales pour trouver les fonds nécessaires pour mener ses missions. Une hérésie donc. Et en plus, une enquête révélait en 2000 que côté société civile, personne ne connaissait réellement les missions de cette fondation, les enjeux de ces missions. Et en plus, il se disait ici ou là, au travers des premiers projets accompagnés, premiers projets privés, que c'était un truc qui avait été inventé pour enrichir les riches. C'était donc à l'opposé de ce qu'avait imaginé le Parlement. Force était de constater donc qu'au bout de cette 4e année, 5e année, cette fondation, personne n'en voulait, et puis n'était pas connue et était impopulaire. Donc le président Édouard Droyer, ex-PDG d'Air Liquide, qui avait la présidence de cette fondation du patrimoine, a constitué un think tank dont j'ai fait partie, en posant la question suivante. Doit-on jeter l'éponge? Sinon, faut-il changer d'identité de marque? Quelle stratégie adopter pour renverser la vapeur? 2 grandes maisons sont consultées, Publicis et Euro-RSCG. Leurs propositions ne retiennent pas notre attention. Il naît dans ce think tank l'idée qu'il faudrait demander à la Fondation du patrimoine, qui s'était préoccupée jusqu'alors d'aider à la restauration du patrimoine privé, d'aider à la restauration du patrimoine public, porté par les collectivités, porté par les associations. Et pour cela, une éclaircie était apparue. La loi de décembre 2002 avait doté la Fondation du patrimoine du produit des successions en déshérence à hauteur de 50%. Donc, on pouvait commencer à aider les collectivités, les plus petites et les associations, mais on se disait que ce ne serait pas suffisant, donc il fallait subordonner cette aide au lancement de souscriptions publiques, c'est-à-dire de collecte de fonds privés. C'est alors que j'ai mis l'idée que la notion de souscription publique pourrait être mal perçue, pris pour un impôt déguisé, et je lançais l'idée de la notion de mécénat populaire,
en disant que si jamais cette appellation et ce concept de souscription publique abondée voyaient le jour, si c'était un succès, cela pourrait devenir la colonne vertébrale de la communication de la Fondation du patrimoine. Il y a eu un enthousiasme général des délégués et délégués régionaux de la Fondation du patrimoine pour dire non. C'est une connerie. Je me suis retrouvé face à ce dilemme et en échangeant avec le président de la Fondation, je lui dis, je voudrais faire un test, voir si ce concept peut tenir la route. Puisqu'entre-temps, les grands de la communication m'avaient dit qu'il n'avait pas d'avenir. Les spécialistes de la langue française m'avaient dit que derrière le mot populaire se cachait plein de vilainie. Mais je suis un peu têtu et on m'autorisait à tester cette approche dans une région parce qu'elle était la plus riche, parce qu'elle était la plus peuplée et parce qu'elle était la plus jeune. Je nomme là, ici, le Limousin. Je trouvais 3 candidats pour lancer un appel au mécénat populaire qui m'ont tous posé la question en me disant « mais c'est quoi ça ?» Je leur ai dit « ne vous inquiétez pas, ça marche ». Et j'ai imaginé les outils, la communication, l'accompagnement qu'il fallait pour qu'on se donne toutes les chances de leur réussite. Ce fut une réussite, évidemment. À la suite de ça, nous avons fait des copier-coller, nous avons fait ce qu'on appelle du benchmarking dans les autres régions, et les régions ont mis un peu de temps à accepter l'idée de cette appellation mécénat populaire, qui est un oxymore un peu difficile à comprendre au départ. Et en fait, les analyses quali qui ont été faites ont montré que finalement, du côté des porteurs de projets, associations ou collectivités, ils voyaient un moyen de mener leur projet, de venir compléter leur plan de financement. Le financement des projets publics, c'est essentiellement des fonds publics, mais vous savez qu'ils se font rares, et donc il faut trouver les moyens de les compléter. Donc de faire des démarches publiques-privées, qui n'apparaissaient pas comme une hérésie. Deuxièmement, de proposer aux habitants, aux amis de la commune, à la diaspora communale, de s'investir dans un projet en faisant un don, de s'approprier ce projet et l'histoire de ce projet, de se projeter soi-même avec un projet qui transcendait la vie et la mort, de constater que le résultat de la collecte était utilisé à bonne fin, c'est-à-dire être là au moment de l'inauguration des travaux, et puis profiter de l'encouragement de l'État, puisque vous savez que les dons pour une grande cause se défiscalisent. Mais au-delà, on s'apercevait que le marché avait une appétence, que les Français avaient une appétence à l'idée de s'investir de façon solidaire et citoyenne dans des projets portés par des associations ou portés par la collectivité. Le tout État, le tout public est quelque chose qui a vécu. On a entendu dans les années 80, l'État ne peut pas tout. Et cela se voit un peu plus tous les jours. Donc, une appétence du marché. Côté Fondation du patrimoine, avec l'aide des médias, il a été possible de faire apparaître la Fondation différemment. Au mot Fondation du patrimoine aujourd'hui est accolé le mot mécénat populaire. Au mot Fondation est accolé le mot populaire. Nous avons acquis un crédit de sympathie, un crédit d'estime, et nous avons investi beaucoup au niveau des médias locaux. Il faut savoir que le premier journal en France à avoir parlé de mécénat populaire est un journal du Limousin, Le Populaire, et je rends hommage à Gilles Deville qui a été le premier à oser en parler. Tout cela pour vous dire que on peut renverser une situation, mais il faut toujours être à regarder devant. Le mécénat populaire fonctionne, mais maintenant, il faut pouvoir mobiliser beaucoup plus, c'est-à-dire à travers les produits partage. Vous avez certainement entendu parler des chocolats Borzébès, dont une partie du prix des chocolats sont remis à la Fondation pour 2 projets, et puis d'autres. Et également ce que nous mettons en place avec Emakina et Ulule, ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire d'associer au-delà des personnes
dans le périmètre géographique des projets des personnes qui se trouvent à surfer sur les réseaux sociaux, qui se trouvent autour de la planète et qui pourraient être intéressées par des projets qui ont du sens. J'en terminerai en vous disant que quand vous avez une idée, même si vous pensez qu'elle est bonne, il faut avant tout vérifier qu'elle soit porteuse de valeur, qui puisse la mettre en empathie avec le public auquel vous vous adressez. Il faut de la conviction, il faut de la pédagogie, la valeur de l'exemple. Et je conclurai en reprenant ce que disait Antoine de Saint-Exupéry, qui faisait dire au Petit Prince que pour unir les hommes, il faut les former à bâtir ensemble. Je vous remercie.